Et mon père avait ramené à la maison un Apple II. C'était le premier ordinateur qu'on avait à la maison. On était les premiers dans le quartier à avoir un ordinateur. L'ordinateur, c'était quelque chose de nouveau. Bienvenue au podcast The Origin. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Julien Dercy, directeur qui a travaillé chez Amazon Amadeus et qui travaille maintenant dans des startups comme Kepler Digital, reliant le Web3 à l'industrie aéronautique. Il va nous raconter son histoire. Salut Julien, enchanté et je suis ravie de t'avoir ici sur notre podcast. Merci Mélodie, merci énormément de m'avoir avec vous sur votre podcast et d'être venu jusqu'à Londres pour pouvoir m'interviewer. C'est vraiment très gentil de votre part. En plus, on a de la chance. Là, en ce moment, il fait beau pour une fois. Oui, mais il fait toujours beau comme ça à Bien Londres, sûr. tout le temps. Bien sûr. Du coup, bon, on est là justement pour parler de toi, de ton parcours, parce que tu as un parcours qui est assez atypique. On aimerait d'abord que tu te présentes. Que tu te présentes à nous tous, que tu racontes un peu ta carrière actuellement. Et ensuite, on va retracer ton histoire jusqu'au début de ton adolescence, de ta jeunesse et comment tu es arrivé ici et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et quel homme tu es aujourd'hui. Est-ce que ça te va? Mais parfaitement, Mélodie. Ok, très bien. Alors, si ça ne te dérange pas, on va commencer par te présenter. Tu vas commencer par te présenter, nous dire ton nom, prénom et ce que tu fais aujourd'hui dans la vie. Écoute, donc Julien Dercy, je suis chef produit pour une start-up mûre qui s'appelle Atombeam Technologies, qui est basée à San Francisco. Qui est basée à San Francisco, donc pas ici à Londres. Donc tu vis à Londres? Je vis à Londres, mais la start-up est basée à San Francisco. Et en fait, je suis tombé dans le monde de la start-up un peu par accident. Et j'ai découvert qu'en fait, cela me convenait parfaitement. Okay. Et c'est une start-up donc, de développement de technologie dans software et qui permet en fait, à travers une application soft, de réduire les messages en temps réel. Des messages qu'on envoie, des capteurs ou que tu envoies d'un site remote. Donc tu vois, j'ai le franglais et pour le renvoyer dans le cloud. Et donc tout ça, ces messages-là, quand on envoie des messages à haut volume qui sont tout petits, on ne peut pas les compresser avec un zip, c'est pas possible. On a une technologie qui permet de les réduire en temps réel. Et après de les restituer dans le cloud automatiquement. Ok, attends, donc si je veux essayer de comprendre un peu, c'est une sorte de WeTransfer. C'est de transfert et accélérer, de pouvoir permettre, quand on est en remote, très loin, les bandes la quantité de données qu'on peut envoyer est limitée. Oui. Et donc avec cette technologie, on peut augmenter la quantité de données par 4 ou par 10. Et donc toi, tu es dans le côté développement de l'entreprise? Je suis dans le côté gestion du produit. D'accord. Donc je définis le produit. Donc pour moi, mon rôle, c'est... En fait, je suis un rôle assez centralisé par rapport à toute l'organisation. Je prends l'input, je prends plus les inputs de tout le monde, ouais. C'est-à-dire donc des sales, du marché, du marketing, mais aussi de l'engineering, donc du développement, etc. Et donc j'essaye de réconcilier les besoins du marché avec ce qu'on peut développer en interne avec notre capacité engineering, développement. Ok, donc tu travailles d'ici à Londres? Et je travaille ici à Londres. Et c'est pour ça que du coup tu es fluent en anglais ou c'est pour une autre raison? Je suis à Londres depuis plus de 20 ans. Plus de 20 ans? Même plus de 26 ans. Du coup, tu n'es pas né ici? Je suis né en France. Oui. Donc je suis né à Saint-Germain-en-Laye. Et après, je suis allé en Normandie. En Normandie. Donc mes parents ont emménagé en Normandie, donc j'ai été élevé en Normandie, donc je suis normand. Ok, donc dans ta jeunesse, tu étais en France, quoi. Donc j'étais en France jusqu'à que j'aille à Cambridge. Et donc j'ai passé plus de 20 ans, j'ai fait mon éducation, ma vie et mon éducation en France. Et après je suis allé à Cambridge et puis je suis resté en Angleterre. Ok. Et donc, comment tu as découvert Atombeam, étant donné que du coup Atombeam est actuellement à San Francisco? Comment est-ce que tu as découvert Alors, la en fait, start-up? ce qui se passait, c'est que je travaillais pour une société de communication satellitaire qui s'appelait Inmarsat. Okay. Inmarsat, une très vieille société qui avait duré depuis 40 ans.
Mhm. Et cette société a été rachetée par une société américaine, Viasat. Mais à l'époque, quand je travaillais pour Inmarsat, je travaillais avec Atombeam comme fournisseur de technologie pour Inmarsat. Ok. Et quand Viasat a racheté Inmarsat, bon, j'ai décidé de partir. Mais le CEO d'Atombeam m'avait demandé mon aide. De rester. D'ailleurs, le CEO m'avait appelé, il m'a dit, je suis en route pour Lisbonne, Ouais. j'ai un booth, je dois présenter mon produit, Ouais. est-ce que je suis tout seul, est-ce que tu peux m'aider? Donc j'ai dit ok, j'ai sauté dans un avion, je suis allé l'aider. Donc à la dernière minute, comme ça. Voilà, à la dernière minute, Mm. et parce qu'il me connaissait. Et parce que tu es à l'aise à parler devant un public, du coup, j'imagine. Ah oui, oui, donc quand j'étais Ouais. chez Amadeus, j'ai fait des présentations IATA à 200, 300 personnes. Ouais. Donc, non, non, et donc je l'ai aidé à présenter son produit. Et après, il m'a dit, écoute, vu que tu fais rien, parce que j'avais quitté Viasat, il m'a demandé, est-ce que tu peux m'aider? Je lui ai dit, bah écoute, vu que tu es aux États-Unis, je vais t'aider à temps partiel en attendant que je trouve un autre boulot. J'avais tout le temps. Ouais. Et en fait, il se trouvait que ça s'est bien passé. Et il voulait vraiment absolument me garder, donc on s'est mis d'accord. Et donc j'ai continué à travailler pour Atombeam. Donc c'était quand même un vieil ami, le CEO de Atombeam. Oui, c'était une personne avec qui je travaillais bien et il avait vu comment je travaillais et il savait qu'il avait besoin, que son produit avait besoin, enfin, ce qu'il avait, de le transformer en un produit en fait. Ok, donc là actuellement, du coup, donc tu travailles à temps plein pour Atombeam. Ah, je travaille à temps plein pour Atombeam et du coup, comme j'aimais bien l'environnement start-up, Ouais. et d'ailleurs à l'époque, quand je travaillais pour Atombeam, donc l'an dernier, je savais qu'on avait des problèmes dans la partie sales, dans la partie vente. Et je savais que Yannick Benardo, avec qui j'avais travaillé chez Amadeus, quand on avait monté Airport IT ensemble, Yannick était le chef sales. Et je savais qu'il prenait sa retraite. Ok. Et donc j'ai appelé Yannick, je lui ai dit, écoute, j'ai besoin de ton aide. Et Yannick me dit, non, 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 j'ai besoin de ton aide. Comment ça? Et il me dit, je fais une start-up avec mon fils Pierre, Kepler Digital, Pierre a déjà fait Galileo Protocol, c'est dans le blockchain. J'ai dit, écoute, je ne connais pas trop blockchain, mais l'aviation, je connais. Et Galileo Protocol, je lui dis, tu sais, il y a une marketplace, j'ai travaillé chez Amazon pendant 5 ans, dans la partie marketplace d'Amazon quand même, pendant 5 ans. Ouais. Et je lui dis, voilà, marketplace qu'il faudrait faire, etc. Donc, tu as conseillé Galileo aussi Et donc, du coup, j'ai dit, écoute, moi, je suis prêt à t'aider et à conseiller Galileo et Kepler. Et comme Atombeam, ils sont aux États-Unis, je suis libre le matin. Donc, le matin, je peux faire des rendez-vous, on peut travailler ensemble, il n'y a pas de problème. Par contre, à partir de 14 heures, je suis occupé avec mes collègues américains. Donc tu as découpé ton temps comme ça. Voilà, donc le matin, je travaille pour Kepler et Galileo. Et l'après-midi, je travaille pour Atombeam jusque dans la soirée en fait. Ok, donc là actuellement tes journées sont découpées en deux à peu près. Donc voilà, donc je travaille à temps plein et en plus à temps partiel et en plus, bon, de toute façon, moi j'adore ce que je fais, donc je travaille même le week-end. Ok. Et du coup, une question que je voulais te poser, du coup, c'est que tu nous as parlé d'Atombeam, de ce qu'il faisait, etc. Parle-nous un peu de Kepler Digital, du coup. Comment Yannick te l'a pitché au début qu'est-ce qui t'a plu? Tu me dis que tu connaissais le domaine de l'aviation grâce à Amadeus. Comment il te l'a pitché et comment ça t'a donné envie de rejoindre En fait, deux choses. J'ai passé quand même 14 ans chez Amadeus, donc je connais bien le domaine de l'aviation. Ouais. Et quand Yannick me l'a pitché, j'ai dit, écoute, blockchain, c'est intéressant, j'ai jamais regardé, mais d'après ce que tu me dis, je vois le potentiel. Donc souvent, dans les nouvelles technologies, moi, je comprends le potentiel, l'impact que ça peut avoir sur la vie des gens. Et c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est comment on peut améliorer la vie de ce qu'on fait, etc. Et donc, je connais Yannick en tant que professionnel et je respecte énormément son professionnalisme et la façon dont il travaille. Et je sais qu'il m'a dit, écoute, j'ai déjà des clients et ça, c'est important d'avoir une start-up où on n'a même pas démarré, on a déjà des clients. Mais c'est comme ça qu'on avait démarré Airport IT ou même les produits chez Amadeus. Quand on démarrait des nouveaux produits,
on n'avait pas de produit. Hein. On allait voir un client, on disait, tu sais, on a une bonne idée et on voudrait construire quelque chose avec vous. Est-ce que vous signez là? Allez, on se débrouille. Et les clients, et on trouve les clients qui comprennent. Et les clients disent, OK, je signe, je travaille avec vous et on construit le produit ensemble. Ce qui était quand je suis arrivé chez Atombile, ce n'était pas du tout le cas. Ils avaient commencé avec une idée technologique et après ils se sont dit, bon, maintenant, il faut qu'on trouve le problème à résoudre. Donc ça, c'est toujours beaucoup plus difficile à faire. Ouais. Et donc, rattraper ça, ça met du temps. Alors que l'approche qu'on faisait chez Amadeus, que Yannick a perduré avec Kepler, c'est de dire, bon, je connais le problème de l'aviation en termes de traçabilité, des diplômes, de traçabilité de l'information, comment savoir que ça n'a pas été modifié, etc. Blockchain, c'est une technologie qui se prête à ça parfaitement. Exactement. Et après, quand j'ai commencé à regarder plus en détail ce qui se passait dans le blockchain, je me dis, mais pourquoi le blockchain, la technologie, elle existe depuis 10 ans. La technologie, elle marche. Mais elle n'a pas encore été démocratisée. Voilà. Et en fait, ce que je vois dans ce monde-là, c'est que les gens qui connaissent blockchain, ils sont dedans, ils connaissent, ils ne se rendent pas compte de la barrière pour rentrer en fait dans blockchain. On est encore dans les early adopters. Et pour faire un mass adoption, quand on dit, bon, il faut que tu crées ton wallet et il faut que tu te souviennes des 12 mots, et si quelqu'un te pique tes 12 mots, bonne chance, tu as tout perdu. Ça devient un peu stressant quand même. Ouais. Donc les gens ils disent, oui, bon, moi je préfère aller mettre mes choses, mon argent dans mon coffre à la banque, c'est plus facile. Et imprimer les papiers, etc. Voilà, donc ça c'est... Donc c'est pour ça que j'avais compris, c'est ce qu'il faut toujours regarder, c'est comment rendre l'adoption de la technologie le plus simple possible. Et de faire en sorte qu'en fait, ça soit transparent. C'était pareil quand j'étais chez AVG, Antivirus. J'ai travaillé pour une boîte d'antivirus. J'ai l'impression que tu as travaillé partout. c'est fou. Donc, je gérais l'équipe produit de AVG, l'antivirus, qui a été racheté par Avast. Donc, aussi tchèque. Et à l'époque, ils avaient Avast et AVG, ils essayaient de faire le password manager, comment stocker ton password, etc., ton mot de passe. Et à l'époque, donc tous, ils avaient des technologies, des machins, de la façon de faire. Je dis, oui, mais en fait, pour vendre aux gens, c'est pas la technologie qu'il faut aller vendre. Il faut comprendre quelles sont les peurs et les craintes des gens. Et il faut pour s'assurer qu'on leur apporte une solution à leurs problèmes, en fait. Donc, j'avais retourné... et ça, les ingénieurs, ils n'aiment pas ça parce qu'ils ont une solution. Et ils veulent utiliser la solution. Et c'est pourtant, tu avais ce côté ingénieur parce que si on retourne un peu dans tes côtés études et dans ta jeunesse, tu as fait Polytechnique, etc. Si tu peux nous en dire un petit peu plus aussi sur ce moment de ta vie. Oui, alors en fait, pour moi, l'informatique, ça a toujours été une passion depuis le début. Puis... quand j'avais 13 ans, mon père avait ramené à la maison un Apple II. Donc c'était le premier ordinateur que vous aviez à la maison, c'est ça? C'était le premier ordinateur qu'on avait à la maison. On était les premiers dans le quartier à avoir un ordinateur. Ah oui. D'accord? Donc personne à l'époque n'avait d'ordinateur. L'ordinateur, c'était quelque chose de nouveau. Ouais, du coup, c'était cool pour vous. Donc mes frères se sont mis dessus, je regardais mes frères, et puis après je me suis mis dessus. Et d'ailleurs, je passais tellement de temps sur l'ordinateur que mes parents étaient inquiets. Déjà à l'époque, ils étaient inquiets que les gens passent trop de temps. Il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas d'Internet? Il n'y avait pas d'Internet. Mais du coup, tu faisais quoi sur les ordinateurs? Eh ben, je programmais, j'étais curieux. Et donc, ils avaient même enlevé le câble qui connectait l'unité centrale au moniteur vidéo. Donc, le moniteur, c'était un moniteur qui faisait 9 pouces de diagonale. D'accord? C'était en gros un oscilloscope. Ouais. C'était un truc vert, avec un point vert qui se baladait. Et ils avaient enlevé le câble. C'était un câble tout bête avec 2 fils. Et donc, moi, je m'étais fait mon propre câble. Et en secret, je continuais à programmer. Donc, genre dans ta chambre, tu programmais? L'ordinateur était dans une autre chambre qui était à côté de la mienne. Et puis, discrètement, j'y allais. Et je continuais.
la nuit, le matin. Mais je me pose la question, tu programmais quoi? Qu'est-ce qui te fascinait là-dedans? Je programmais, donc au début, il y avait le langage, c'était basique, et après, j'ai compris que le basique était trop limité. Donc, j'ai été programmé dans ce qu'on appelle le langage machine, c'est-à-dire je programmais directement le processeur, avec les instructions du processeur directement. Alors qu'aujourd'hui, les gens, quand ils programment, ils utilisent des langages comme Java, etc. Ces langages-là sont après convertis dans les instructions de processeur. Toi, tu y allais directement à la source. Je programmais directement les instructions elles-mêmes du processeur. Et ces instructions, donc j'avais un livre qui expliquait les instructions, comment elles marchaient. Ah, donc tu avais quand même un livre, tu n'as pas appris tout seul, Oui, j'avais un livre, j'apprenais d'un livre. Et il y avait des instructions LDA, LDB, machin. Aller chercher la donnée dans la mémoire X, la mettre dans le registre Y, faire l'addition des deux registres ensemble, restocker le résultat dans la mémoire. C'était comme ça que ça marchait. Et en fait, ça, c'était converti après dans ce qu'on appelle de l'hexadécimal. C'est-à-dire qu'en fait, l'ordinateur travaille en binaire. Et le binaire, on peut le convertir directement en hexadécimal, c'est-à-dire en des chiffres. Au lieu de compter de 1 à 10, on compte de 1 à 16. Parce que c'est plus naturel pour l'ordinateur, parce que c'est converti. Donc du coup, c'est ce que tu vois dans les wallet adresses. Tu vois des A, B, 2, 3, 0, et ça va jusqu'à la lettre F. Et pourquoi ça s'arrête à la lettre F? Parce que F, ça représente en fait le chiffre 15 pour l'ordinateur. Donc ça va de 0 à 15, et 16, c'est 1, 0. Ok. Voilà. Donc ça, c'est l'hexadécimal, c'est ce qui se passe dans les wallet adresses. C'est le langage naturel de l'ordinateur. Et moi, je faisais tellement programmation que je pouvais lire et programmer l'Apple II directement en hexadécimal. Wow. Et donc, qu'est-ce que tu faisais? C'était quoi ton but à la fin un de mes premiers programmes, ça avait été d'enregistrer mon petit frère. J'avais digitalisé sa voix sur une disquette. Donc à l'époque, les gens avaient des cassettes, mais aussi des disquettes qui étaient 5 pouces 1 quart. Et j'avais enregistré, donc il avait dit « Bonjour papa ». J'avais besoin de toute la disquette pour enregistrer « Bonjour papa ». Et après, je pouvais rejouer « Bonjour papa ». Bon, incroyable. La qualité sonore n'était pas idéale, mais... Et tes parents, ils en ont pensé quoi de ça quand mon frère était impressionné. Mon grand frère, donc j'ai 3 frères, un petit frère, 2 plus grands frères. Ok. Et mon plus grand frère, mon frère aîné, avait fait même venir un copain pour lui montrer ce que j'avais fait. Du coup, tu étais bien fier, hein? Oui, et puis je disais, je m'amuse, quoi. Tu t'amuses. Donc, je voulais résoudre un problème. Donc, du coup, pour moi, l'informatique, depuis tout jeune, ça m'a toujours passionné. Et j'ai toujours aimé les mathématiques, donc ça va ensemble avec l'informatique. Et donc ça a continué à travers tout mon parcours, même même avant le bac, donc au baccalauréat, en maths, je n'avais pas besoin de calculatrice, parce que les maths, c'était quand même mon point le plus fort. Okay. Et d'ailleurs, l'épreuve de 4 heures, je l'ai faite en 3h30. Et en fait, oui, dans les calculatrices, on n'avait pas le droit aux calculatrices graphiques. Pourquoi donc? À l'époque, c'était interdit parce qu'il fallait savoir dessiner les courbes, etc. Donc on n'avait pas le droit. On avait le droit qu'il y a certaines calculatrices où il n'y avait que officielles auxquelles on avait le droit. Okay. Donc la calculatrice avait 2 lignes de texte, donc des caractères, des blocs. Et ce que j'avais fait, j'avais reprogrammé la calculatrice pour me dessiner des courbes. Même sachant que c'est une calculatrice officielle du baccalauréat. T'as réussi à hacker la calculatrice, quoi. Ouais. Donc j'avais hacké la calculatrice pour me faire les courbes. Comme ça, je pouvais vérifier que, effectivement, la courbe que j'avais faite... c'était même pas pour tricher, c'était vraiment juste pour vérifier que tes calculs étaient bons, quoi. Ouais, pour voir que ma courbe avait la même forme que ce que j'avais... Incroyable. Et donc, voilà, c'était juste pour être tranquille. Mais en fait, j'en avais pas besoin. Mais le fait de pouvoir le faire, ça me faisait plaisir. Et après le baccalauréat, j'ai fait ma prépa. J'ai fait maths sup, maths spé. Donc toujours en France, du coup. Toujours en France, donc c'était à Rouen, en Normandie. Donc j'étais au lycée Corneille, où j'ai fait maths sup, maths spé. Et j'avais même, donc là on avait le droit aux calculatrices graphiques.
Et donc là, sur la calculatrice graphique, j'avais fait, en fait, on avait des cartes mémoire qu'on pouvait se transférer, où on pouvait stocker un tas de données, des formules et tout, des informations de formules chimiques. Ces calculatrices étaient autorisées, une HP d'ailleurs, était autorisée au concours. Et j'avais même programmé mon premier virus. T'as programmé un virus? Qui se mettent propagés directement dans les cartes mémoire, parce que les étudiants s'échangeaient les cartes mémoire avec les cours qu'ils avaient mis dedans, les notes pour aider durant les concours. Et donc les gens qui avaient passé du temps à noter tout ça, se transféraient l'information à travers les cartes mémoire. Et donc je me suis dit, tiens, je vais pouvoir faire un virus, un programme qui se réplique sur toutes les cartes mémoire de tout le monde, et qui après, au bout d'un certain temps, fait « salut ». Et en fait, il consiste en quoi ce virus? Juste, il bloquait les informations? J'ai plus, je crois que je faisais, je faisais un truc, je sais plus ce que le virus faisait. Et après, les gens me disaient, hey, Julien, allez, arrête. Je fais, ok. donc voilà, donc tu as fait ta prépa à Rouen et ensuite... Et après, donc, j'ai intégré Polytechnique. Polytechnique. Et c'est là que tu as rencontré pour la première fois, du coup, Yannick Benardon? Non, Yannick, je l'ai rencontré chez Amadeus. Tu l'as rencontré chez Amadeus. Et donc, à Polytechnique, j'ai rencontré François Chiron. François Chiron. Oui. Qui est maintenant le CTO donc pour Kepler et Galileo. Parce que donc on était restés en contact et d'ailleurs François était venu à Londres quelques années avant pour me dire qu'il travaillait dans une start-up. À l'époque, moi je travaillais pour Inmarsat, j'ai dit moi une start-up, d'accord. Et bon, je dis bon, t'as l'air de t'amuser, c'est sympa, etc. Et il m'expliquait qu'il travaillait pour une start-up qui disait blockchain. Blockchain pour les véhicules électriques. Et donc, il résolvait des problèmes. J'ai dit, c'est intéressant, etc. Et donc, il est reparti. Et donc, quand Yannick m'a contacté, blockchain et tout, puis après, je me suis dit, Yannick me dit, on fait le développement en Inde, mais il faut peut-être quand même qu'on rapatrie le développement, il nous faudrait un CTO. Je fais, je crois que je connais quelqu'un. Parce qu'il faut... Pour rejoindre une start-up, il faut que les gens puissent le faire quand même. Parce que j'ai la chance que Atombee me paye bien en tant que start-up, ce qui est un peu inhabituel. Mais surtout dans les tout débuts d'une start-up, c'est pas facile. Donc il fallait quelqu'un qui soit prêt ou qui ait déjà la volonté de travailler dans une start-up. Et donc je savais qu'en fait François était déjà en mode start-up. Et donc je lui ai dit, écoute, si tu as un peu de temps, viens nous aider. Avec Kepler. Et donc François et moi, on était copains à Polytechnique, on était en promo ensemble. Et donc du coup, il nous a rejoints pour travailler pour Kepler. Mais à Polytechnique, on faisait beaucoup de choses, pas beaucoup d'études. Vous faisiez quoi exactement à Polytechnique? En fait, je voulais assister aux cours, mais le problème, c'est que je me réveillais trop tard. Et en fait, t'étais pas un élève sérieux? Non, j'étais sérieux, mais enfin. Donc je me levais trop tard et plus ça avançait dans l'année, plus je me levais plus tard. Et en fait, au début, je manquais le petit déjeuner et après, je manquais même le déjeuner. Ah oui. Parce qu'en fait, j'étais un nocturne. Tu te couchais tard? Je couchais très tard. Ouais. Même quelquefois, je me couchais pas. Allez. Ça m'est arrivé de faire 2 nuits blanches d'affilée. Et après, je suis allé me coucher, me disant, j'ai besoin d'aller une soirée, je vais dormir quelques heures, pensant que j'allais dormir 2 heures. Et en fait, quand je me suis réveillé, le soleil était du mauvais côté, j'avais dormi 14 heures. Donc, c'est des choses qui arrivent. C'était combien d'années de Polytechnique, du coup? Alors, en fait, Polytechnique, la première année, c'était service militaire. Ok. Ah oui. C'était une expérience très, très enrichissante. Oh, mais du coup, là, tu étais obligé d'y assister, etc. Ça fait partie, en fait, Polytechnique, ça fait partie du ministère de la Défense. Ok. Et à l'époque, on avait encore le service militaire. Donc, en fait, on était considéré comme officier de l'armée française. Et en fait, on faisait notre service et on faisait ce qu'on appelle les EOR, c'est-à-dire qu'on apprenait à devenir officier pendant 4 mois. Okay. Et après, on était aspirant, donc c'était un premier grade de lieutenant, si tu veux. Et donc, on avait le rôle de lieutenant. Donc, on avait 3 sections de soldats, tous gérés par des sous-officiers. Donc, j'avais 3 sous-officiers, 3 sections. Chaque section, à peu près une dizaine de soldats. Et ça t'avait plu, ça? Comment? Ça t'avait plu, cette période?
J'ai vécu cette période, ben oui, oui. Et donc, j'étais en fait posté à Haguenau. Donc, Haguenau, c'est une petite ville au nord de Strasbourg. Ok. D'ailleurs, les gens me disaient, il est où, Julien? Il est à Gno. Gno? Non, Haguenau. Haguenau. C'est juste à la frontière, avec la frontière allemande. Ok. Et donc là, c'était un régiment de télécommunications. Ok. Et de guerre électronique, etc. Donc j'étais responsable. Et d'ailleurs, j'étais instructeur de tir pour le régiment aussi. Incroyable. Donc ça, j'adorais le tir. Pendant 4 mois, du coup? Pendant ça, 4 mois, c'était l'entraînement. Et après, pendant 8 mois, 8 mois. j'étais aspirant et je m'occupais. Bon, alors après, comme il y avait les soldats, c'était des appelés donc Ouais. à l'époque, on voit toutes les tranches de la population. Et C'est vrai? ça m'a ouvert les yeux. C'est vrai? Bon, des gens qui ne savaient pas lire ni écrire, des gens dans des situations très difficiles. Pour qui le service militaire, c'était pas, ça leur convenait pas du tout. Ça leur posait des problèmes familiaux, en fait. Et c'était obligatoire. Et c'était obligatoire. Des gens qui se lavaient pas, enfin, il y a un tas de choses. Moi, et d'ailleurs, un de mes meilleurs soldats, je me souviendrai toujours, c'était en fait un gars qui venait des Minguettes. Le quartier de Lyon, des Minguettes. Oui. Donc il y a un quartier où tout le monde disait, oui, un peu, il a des couteaux, etc. Et tout. Et en fait, c'était un gars très bien. Alors que tout le monde disait que c'était un gangster, etc. Et en fait, c'était un gars en qui je pouvais avoir confiance, beaucoup plus que les autres. Okay. Et donc ça m'a beaucoup touché. Ouais. Et pour moi, avoir le respect des gens, etc., c'est très important. Donc ça t'a plu cette période, même si c'était obligatoire? J'ai beaucoup appris. Et après, donc j'ai emporté ça. Bon, gérer les gens, etc. Bon, après, j'ai fait autre chose aussi. T'as fait quoi? Par exemple, j'étais officier de quart, donc officier responsable durant la nuit du régiment. Ok. Et comme c'était la nuit, il fallait que je sois réveillé, il fallait faire ces tournées, etc. Ouais. Donc, je suis allé au bar des sous-officiers et puis ils m'ont dit, venez. Et donc, du coup, je me suis dit, parce que j'ai toujours voulu tester si je pouvais boire directement de la tireuse de la bière. Donc, je me suis allongé sur le bar, en dessous de la tireuse. Et après, ils ont ouvert la tireuse. Et là, je me suis rendu compte que ça va beaucoup trop vite. Donne pas trop l'exemple, quoi. Non. Ouais, mais c'est resté entre nous. Et donc, après, ça t'a suivi sur Polytechnique ensuite. Et j'ai même eu la médaille de bronze de défense nationale. Incroyable. Pour mes services rendus au régiment. Les services sous la tireuse de bière. Ça, le chef du régiment ne le savait pas. Ok, peut-être que maintenant il va le savoir du coup. Maintenant il va le savoir. Mais du coup ensuite, t'as revenu du coup du service militaire. Et après, on allait tous en service militaire. Donc il y en a qui faisaient le service dans la marine, par exemple. Okay. Ils étaient postés à Papeete, par exemple. Ouais c'est difficile. C'était un choix ou pas? Non, ça dépend. C'était en fonction de ce que tu pouvais obtenir, en fonction des scores, tests physiques, etc. Ah oui, ok. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc, on est tous rentrés à Palaiseau, donc sur le plateau de Palaiseau, à Polytechnique, tous ensemble. Et après, on passe 2 ans ensemble. Okay. Donc, on a toujours 2 promos qui s'overlappent là, à Polytechnique. Donc, en fait, les promos, elles s'appellent la jaune et la rouge. Donc, là, les promos rouges sont les promotions paires. Et les promotions jaunes sont les promotions impaires. Ok. Voilà. Donc, et après, donc là, une fois à Polytechnique, on continuait à faire pique-pendre, comme d'habitude. Mais bon, on avait quand même des examens, etc. Donc, j'ai révisé pour les examens, la veille au soir. Allez. Jamais avant. Et tu t'en es bien sorti, du coup, pendant tes années polytechniques? Oui, ça allait. J'avais le choix, après, de faire ce qu'on appelle une école d'application. Donc, après Polytechnique, on fait une formation supplémentaire. Ok. Et en fait, j'avais le choix de faire Télécom Paris à Sophia Antipolis. Mais j'ai choisi d'aller faire Cambridge, un Master of Philosophy. Qui a rien à voir, du coup, au final. Alors, un Master of Philosophy in Computer Speech and Language Processing à Cambridge. Alors, en Angleterre, le Master of Philosophy, c'est pas pour devenir philosophe. Ok. C'est comme un Master of Science, mais un peu plus court. C'est-à-dire que c'est un cursus de 12 mois au lieu de 24 mois. Ok, c'est en un an. D'accord, c'est les particularités de Cambridge et d'Oxford. Donc,
en fait, c'était un cursus qui me plaisait bien parce que ça touchait à 2 de mes passions, Ok. qui étaient l'informatique, Et les maths, l'informatique, le langage informatique, mais aussi les langues. Parce que Ok. j'ai toujours aimé les langues étrangères. Mhm. Et d'ailleurs, j'étais fluent, bilingue, anglais et espagnol aussi. Et d'ailleurs, ça te vient d'où ce côté bilingue anglais-espagnol? Alors en fait, ça me vient de ma famille, mes parents, mes grands-parents. Ma grand-mère était espagnole, mon Ok. autre grand-mère était italienne. euh, Mes parents sont bilingues aussi, français, espagnol et anglais. Et donc j'ai fait Mais ils sont beaucoup. français, c'est juste Ouais. ils parlent plusieurs langues. Et Oui, bah oui, avec quand ta mère est espagnole, ouais, c'est... évidemment, tu parles aussi l'espagnol. Et l'anglais te vient d'où du coup? Bah aussi beaucoup de visites en Angleterre, etc. Ok. Et j'ai même fait mon stage ouvrier de Polytechnique, Mhm. je l'ai fait à Mexico. Ah oui, À Mexico City, dans un supermarché. Parce que supermarché. ah oui, oui, empiler tu sais, les gondoles, Mais ça mettre les... ça a aucun rapport avec la programmation, Non, c'était etc. le stage ouvrier. Donc, Ah oui, ok. quand on rentre à Polytechnique, la Mhm. première des choses à faire, c'est faire un stage comme un ouvrier. Ok. Donc, pas d'informatique ou Ouais. quoi que ce soit. Donc, j'étais là à empaqueter les choses, faire du pain, mettre les boîtes de conserve sur les étagères, etc. Mhm. Et d'ailleurs, à Mexico, ils me disaient, bon, Julien, là, c'est un peu trop haut, un peu plus bas. Hein. Mais ils étaient vraiment très sympas. Donc, j'ai passé plus de 6 semaines, 8 semaines à Mexico. Incroyable. Et quand je suis rentré, ma grand-mère était pliée de rire. Parce que ma grand-mère est espagnole. Ouais. Et donc, elle m'appelle au téléphone. J'étais en Espagne. Elle avait une maison en Espagne. Elle appelle à la maison à laquelle on était. Et je réponds en espagnol. Et elle était pliée de rire parce que j'avais un accent mexicain à couper au couteau. C'est vrai? Il est terrible l'accent mexicain? Oui, oui, il est très chantant. Il est très, je dis, tu sais, les Espagnols, ils sont très sérieux. Estamos muy seriosos. Et pourquoi t'as pas été en Espagne pour faire ton stage? Bah, Si tu pourquoi voulais- pas aller à Mexico, C'est enfin, vrai. entre l'Espagne et Mexico, je dis ouais, bon. Donc on avait de la famille à Mexico. Mon père Ah, avait t'avais de la famille là-bas aussi, oui. Oui, parce que durant la guerre civile, tu sais, tout s'est pas très bien passé. Mhm. Et donc une partie de ma famille espagnole est partie à Mexico Ok. à Ok. cause de la guerre civile. Donc Et t'avais des donc opportunités là-bas. j'ai de la famille là-bas. Ok. Et mon père, à travers sa cousine, m'a obtenu ce stage ouvrier dans un supermarché. Ok, incroyable. Donc les langues, et puis j'avais toujours, je prends les accents très facilement, Mhm. et même si j'ai des problèmes d'audition, ce qui est Avec tes deux incroyable. appareils. Et donc voilà, donc j'ai fait donc ce cursus de computer speech et d'analyser la voix ou le texte, le language processing, donc tout ça. Bon, à l'époque, on parle en 95. Ok. Ouais. Donc à l'époque, on n'avait pas les LLM, le GenAI ou quoi que ce soit. Et c'était le début d'Internet aussi. Oui, alors, début d'Internet, j'étais début d'Internet, donc j'étais à Polytechnique. Mhm. Et on avait les premiers ordinateurs qui étaient connectés en réseau. Et il y avait ce truc qui s'appelait Mosaic, donc le premier web browser. Ok. Et C'est j'avais... avant Google, quoi. Google n'existait pas encore. Oui, c'était le Google, le premier Google. Je parle de 1993-94. Ouais, ok. Et donc, Mosaic qui a été fait par le CERN. Mhm. Donc, j'avais compilé le programme qui faisait un browser de base. Et avec un copain, j'ai même un copain qui avait développé le premier site web pour les étudiants, pour en fait que les étudiants puissent poster les soirées étudiantes. Incroyable. Comme ça, on pouvait savoir où aller en soirée. Parce que c'est important quand même, quand tu es étudiant, il faut savoir où sont les soirées étudiantes, non? Donc il avait une motivation qui était tout à fait raisonnable, je pense. Et donc à l'époque, mon frère aîné me dit, je lui ai montré, je lui ai dit, regarde ce truc. Et j'avais même un accès à travers le Minitel. Le Minitel. On avait un émulateur pour Minitel à l'école Polytechnique et je lui ai montré à travers le Minitel cette chose qui s'appelait l'hypertexte. L'hypertexte, c'est le hypertext, c'est quand tu cliques sur un texte et ça t'envoie une autre page. Ouais. Et il était là, ah oui, donc j'avais montré, etc. Donc et c'est toi qui avais tout programmé ça?
j'avais pas tout programmé, j'avais compilé, etc. Je lui avais montré, je lui ai dit, voilà. Donc, c'était le tout début de l'Internet, vraiment tout début. Et vous vous amusiez bien, du coup. Et donc on s'est bien amusé avec ça. Donc ça, c'était, oui, donc j'ai connu les premiers ordinateurs, le premier Internet. Et à Et l'époque, t'étais dedans, en plus. Hein. et en plus, à T'étais l'époque, dedans. on s'envoyait des emails. L'email, il fallait dire où l'envoyer, etc. Donc, tu sais, les attachments, Mhm. quand tu mets une photo dans Une ton pièce mail, jointe, ouais. c'est facile. Bah oui. Donc, à l'époque, pour faire un attachment, Ouais. il fallait prendre le fichier, la photo, Mhm. le faire à travers un programme qui s'appelle UU-Encode. Et UU-Encode, ce qu'il fait, il prend le fichier qui est binaire et le transforme en caractère alphabétique pour qu'il puisse être envoyé à travers l'email. Et de l'autre côté, il fallait couper ce fichier alphabétique Ouais. de caractères imprimables et le remettre dans le UU-Decode qui le remet dans un fichier binaire et qui te restitue ton image. Et d'ailleurs, donc aujourd'hui, en fait, ton système email lui fait tout ça automatiquement, tu ne le sais pas. Incroyable. Mais à l'époque, on faisait manuellement. Mais du coup, il y avait que entre vous que vous envoyez des mails. C'était trop compliqué pour les personnes On normales. pouvait, on avait même aussi, à l'époque, on avait un système de chat. Donc maintenant, vous avez WhatsApp, vous avez Instagram, Ouais. etc. À l'époque, c'était IRC, IRC. Internet Relay Chat. Et il y avait même, on faisait des batailles sur IRC parce que quand les serveurs se déconnectaient, tu étais le maître d'un chat. Et quand les serveurs étaient déconnectés, quelqu'un devenait maître, il pouvait prendre la main. Et quand il se reconnectait, il y avait 2 maîtres, il fallait se battre pour qui allait être le maître du chat. Incroyable. Donc voilà, bon, c'est des choses qu'on faisait. Je passais toute ma nuit à faire des trucs comme ça. Incroyable. Et on avait même des jeux comme ça, en texte. On disait, va au nord. Tu as un monstre devant toi, que fais-tu? Je me cache, etc. Donc c'était avec des commandes, tout en texte. Et puis moi je me suis dit, bon, je vais faire un programme pour jouer pour moi. Hein. Donc j'ai fait un programme qui jouait pour moi. Et puis ça marchait très bien. Parce qu'après, tu sais, c'est des jeux un peu Ouais. de rôle où tu gagnes des points et tu deviens plus fort, etc. Donc je me couchais, je lançais le programme. Le lendemain matin, j'étais plus fort, j'étais content. Et puis un jour, j'ai un copain qui m'a dénoncé. Qui a t'a dit, dénoncé? bah oui, parce qu'il a dit, ouais, il y a quelqu'un qui utilise un programme, c'est il triche. Et comment il savait? Parce que je lui avais dit. C'est Donc moi, trop honnête, c'est trop j'étais plus honnête. intéressé dans le programme que dans le jeu, en fait. Ouais. De pouvoir faire des programmes qui jouent automatiquement. Donc j'ai toujours programmé, en fait. Et donc après, quoi d'autre? Donc Cambridge, Computer Speech Language Processing, très très intéressant. Mhm. J'ai fait ma mini-thèse sur le Content Summarization. Donc c'est en gros faire un résumé de texte. Qui était sponsorisé par la Defense Research Agency UK. Et d'ailleurs, ils étaient tellement impressionnés de ce que j'avais fait qu'ils m'ont invité à le présenter à Malvern. Donc Malvern, c'est à leur centre de recherche. Mhm. Donc, on parle ici de la défense, de la défense britannique. Ouais. D'accord? Et moi, j'étais encore officier de réserve de l'armée française. Donc, ce qui était intéressant, donc j'ai présenté mon truc. Et il le etc. savait. Oui, il le savait. Il le savait, oui. Mais à l'époque, la chef de projet Mhm. voulait me recruter. Et À la elle m'a défense. dit oui, en fait, non, mais en fait, non, on ne peut pas te recruter. Je fais non. Mais... Et en plus, c'était à l'époque où les Anglais avaient découvert que les Français espionnaient sur les Anglais à travers les poubelles. Donc bon, mon père, il me dit, t'es sûr qu'ils veulent vraiment te recruter? Parce que bon, là, ça me paraît un peu bizarre quand même. Et j'ai dit, bah oui, écoute, moi j'étais jeune. Hein. Alors le centre de recherche, c'était impressionnant parce que tous les bâtiments, les toits étaient au niveau du sol en fait. Ça, je comprends pas. Et ben si, le bâtiment, les bâtiments étaient faits avec du gazon au-dessus des toits, Ok. avec des vallons, etc. Mhm. Et en fait, tous les couloirs, etc., étaient en contrebas. Incroyable. Ce qui fait que s'il y a un avion de reconnaissance passé au-dessus, tu ne voyais pas qu'il y avait des bâtiments. Voilà. C'était C'était fait exprès. C'était fait exprès. Mais elle existe toujours, du coup. Oui, ça existe toujours. Et donc, il n'y avait que des chercheurs là-bas. Alors, c'était un peu space, hein, quand même. Ah ouais? Parce que les chercheurs, ils me disent, tiens, vois ce qu'ils font, etc. Donc, j'avais un chercheur qui me dit, ouais, là, j'ai une idée, je suis en train de développer ça. Maintenant que j'ai développé ça, il faudra trouver une application. Parce que tu as développé quelque chose, mais tu ne sais pas à quoi ça sert. Non. Ouais. Donc, il développait des choses qui ne servaient à rien.
Et toi, c'était l'inverse, c'était plus tu développais Moi, j'étais plus pour justement répondre à un truc. pour répondre à un problème, etc. Je vois. Donc voilà. Donc après Cambridge, j'ai été. En fait, après, il fallait que je trouve un boulot quand même. Mhm. Et donc, je suis tombé sur EDS, Electronic Data System. Ouais. Donc, Electronic Data System, c'était une boîte américaine, Mhm. très américaine. Encore une fois, comment t'es vraiment super intéressé par les boîtes américaines, mais du coup, comment t'as trouvé la boîte américaine? J'ai répondu à des annonces. Via Internet? On n'avait pas trop l'internet. Du coup, c'est pour ça que je te pose la Non, question. parce qu'en fait, il y avait un centre, comment il s'appelait, à chaque université avait des centres Ouais. de carrière. Et regrouper Et des donc offres. les sociétés publiaient leur rôle Ok. au centre de carrière des universités Ouais, je vois. et te mettaient en contact comme ça. Ok. Donc j'ai passé un entretien Mhm. et j'ai été recruté donc chez EDS. Et là, je suis un peu retombé à l'âge de pierre parce que là, l'email, c'était à travers des mainframes, Mm. etc. Donc bon, j'ai dit OK, ça allait. Et après, ils sont repassés un peu, ils sont devenus un peu plus modernes. Et donc là, chez EDS, je travaillais sur les bases de données. Mais EDS, c'est quoi exactement? Electronic Data System. C'était une boîte, en Mhm. fait, qui faisait... C'était l'outsourcing. C'est un peu ce que font Accenture aujourd'hui. Mhm. Donc à l'époque, ils allaient voir les boîtes qui ont un centre informatique Ok. et ils disaient on fait l'outsourcing, c'est-à-dire que EDS prenait en charge le département informatique de la boîte, Ok. ce qui fait que la boîte pouvait se concentrer sur les produits qu'ils construisaient, etc. Sur leurs commerciaux, etc. Voilà, sur leur métier cœur, Ouais. et laisser l'informatique à EDS. Donc l'informatique, c'est gérer les PC, gérer les réseaux, Ouais. gérer les bases de données, faire les backups, etc. Ok. Proposer une équipe tech. Donc en fait, Ouais, EDS disait, votre petite équipe Mhm. informatique, ils n'ont pas beaucoup de prospects, parce Ouais. que c'est juste une petite équipe dans la plus grosse boîte. Donc en absorbant ça dans EDS, l'équipe fait partie d'un écosystème d'équipes. Mhm. Et après, il y a donc des perspectives de carrière qui sont beaucoup mieux. Ouais. Donc ça, c'était un peu le pitch. Mhm. Et après, ça permettait donc à la société de ne pas avoir à s'occuper de l'informatique. Ok. Donc voilà, j'étais ça, j'avais travaillé sur les bases de données Oracle Database, les applications financières, etc. Mhm. Et après, j'ai travaillé même sur gérer le data center d'un client. Ok. Donc le data center, les réseaux locaux, les réseaux régionaux, les backups, le réseau téléphonique, enfin tout. Et ces clients, ils étaient aux États-Unis ou ils étaient Ça, aussi, c'était un client en Angleterre. en Angleterre? Ok. Et le client, en fait, c'était un client américain. Et souvent, les Américains avaient leur succursale, enfin le quartier général Europe Mhm. était en Angleterre, en fait. Ok. Donc le HQ, donc Sequent avait un HQ Europe en Angleterre, Mhm. à Weybridge. Et donc, je gérais la partie Europe et EMEA de toute l'informatique pour ce client-là, etc., là-bas. Ok. Et après, ça a été racheté par IBM. Et donc, IBM avait absorbé annulé le contrat ADS et je suis passé chez IBM. Mais après, j'avais plus rien à faire. Et donc, quand je m'embêtais, je suis allé. Il me payait bien, mais bon, quand même, tu sais, c'est genre, je finissais le boulot à 4 heures, j'étais à la maison à 3 heures, quoi. Ouais. Donc, j'avais vraiment rien à faire. Donc, j'ai rejoint Amadeus. Ok. Donc, début 2001. Donc, j'avais fait le Y2K avec IBM. Donc, Amadeus qui n'était pas basé en Angleterre à la base. Amadeus n'était pas basé en Angleterre, tout à fait. Mhm. Et en fait, il venait juste de signer un contrat avec British Airways et Qantas Ok. pour faire la première diversification d'Amadeus. Mhm. Donc Amadeus, c'était ce qu'on appelle le GDS, le Global Distribution System. Donc c'est connecter les agences de voyage avec les airlines. Ouais. D'accord. Mhm. Ce qui permet à l'agence de voyage de ne pas avoir à se connecter à 15 airlines, il se connecte à Amadeus et Amadeus fait la connexion à toutes les airlines. Donc ils ont dit, bon, maintenant on connaît un peu les airlines, etc. On va construire les systèmes informatiques dont les airlines ont besoin. Mhm. Donc pour faire cette construction-là, donc à l'époque il y avait Joël Soaris, Philippe Mesure, etc. Et ces gens-là ont dit, ils ont signé un contrat avec British Airways. Et dans le contrat, avec British Airways, ils ont dit, on va construire vos nouveaux systèmes informatiques et on va les construire avec vous, monsieur British Airways. Ok. Donc on va s'implanter dans vos bureaux et on va construire le nouveau système informatique avec vous.
c'est un bon contrat. Ok. Et donc, du coup, je connaissais quelqu'un qui était chez Amadeus à Sofia, aux ressources humaines, qui me dit, tiens, vu que tu n'as rien à faire, pourquoi, discute avec Joël Soaris, Philippe Mesure, etc. Donc, j'ai eu un entretien avec eux. Et ils m'ont dit, oui, ça serait bien d'avoir quelqu'un qui est fortement implémenté en Angleterre, et donc qui connaît bien la culture, etc., et qui pourrait nous aider à bridger, etc., puis qui fait l'informatique. Puis Joël Soaris était aussi un camarade polytechnicien. Okay. Et donc, ils m'ont recruté en local pour travailler dans les premières équipes Amadeus. Pour British Airways, du coup. À Londres, et qui avait commencé avec British Airways. Donc on avait littéralement emménagé dans un bâtiment de British Airways à Heathrow. Incroyable. Et ce bâtiment-là, donc quand on a emménagé, on n'avait rien du tout, c'était des anciennes classrooms, et il n'y avait même pas de chauffage. Donc l'hiver, le chauffage, c'était un chauffage à gaz là, qu'il fallait allumer à la main. Les PC, on a trouvé des vieux PC qu'on allumait, il fallait attendre 5 minutes, il fallait prendre un café pour que le PC démarre. Ensuite, il fallait démarrer Word et puis aller prendre un autre café pour attendre que Word démarre. Alors, et le bâtiment était tellement vieux, ils avaient des ascenseurs qui s'appelaient littéralement des paternosters. Des paternosters. Paternoster, c'est la prière Notre Père. D'accord ? Donc, ces ascenseurs, c'était des boîtes en bois. Ok. Sans porte, et la boîte, elle tourne en continu. Oh là là. C'est-à-dire qu'elle monte, elle passe, elle redescend, et donc d'un côté ça monte, de l'autre côté ça descend, et ça s'arrête pas. Et donc l'idée c'est que, en fait, tu vas, tu rentres, et tu ressors, et c'est hyper efficace en fait. Et c'est là que tu vois que tu connais les gens qui ont l'habitude et ceux qui n'ont pas l'habitude. Ceux qui ont l'habitude, au bout d'un certain temps, tu prends ton café, tu papotes, tu rentres, tu sors, tu t'en rends même pas compte. Et les autres, là, ils sont là, attends, bouge pas, je saute pas. Et donc, voilà, donc c'est les patterns. Ce bâtiment n'existe plus, ils l'ont enlevé. C'est vrai ? Ouais. Et c'était en plein milieu de Heathrow. Donc, on avait vraiment les premières équipes, on avait démarré le nouveau software. Donc, ce qui s'appelle Altea aujourd'hui, chez Amadeus, c'est comme ça que ça a démarré. Donc, ça a démarré en 2001. Et d'ailleurs, et après, on est emménagé dans nos propres bureaux. Et quand on a emménagé notre propre bureau, c'est là où il y a eu l'événement 9/11. Et donc on a vu 9/11 se passer en temps réel. Et on travaillait en plus avec les compagnies aériennes. Donc voilà, donc ça c'était Amadeus. Et fast forward, une dizaine d'années plus tard, Joël Soaris revient sur la scène avec Yannick Benardo, que je connaissais déjà, sur la partie ground handling, etc. Vous étiez rencontré comment avec Yannick d'ailleurs ? Donc Yannick travaillait dans Airline IT, Sales, faisait du ground handling, il faisait plusieurs choses. Il travaillait chez Amadeus déjà, et il connaissait bien Joël Soaris. Donc, et ils m'ont approché, ils m'ont dit, tu sais Julien, ce qu'on voudrait faire, on voudrait faire Airport IT, est-ce que ça t'intéresse ? Je fais oui, tout à fait. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Airport IT exactement ? Donc Airport IT, donc on a fait Airline IT, donc faire l'informatique pour les airlines. Donc l'informatique pour les airlines, ça veut dire ce qu'on appelle l'inventaire. Donc c'est tous les sièges qui vendent, combien on a de sièges, sur quelle ligne, etc., à quel prix, etc. Le check-in, le DCS, le Departure Control System, c'est imprimer les boarding pass, faire le chargement de l'avion, équilibrer l'avion. Il y a des parties quand même importantes là-dessus. Et Airport IT, c'est faire l'informatique pour les aéroports. Donc, quand tu arrives à un aéroport, des informations qui sont montrées, des départs de vol, etc. Donc, les Flight Information Display, l'enregistrement des passagers, tous les équipements, les ordinateurs que les agents utilisent pour t'enregistrer, t'imprimer ta boarding pass, tout ça. Le chargement des bagages dans les avions. Dans l'aéroport, le bagage est chargé, ils scannent, donc on peut le charger directement comme ça, ou alors, ce qu'ils font maintenant de plus en plus, ils scannent le tag du bagage, et ils disent il a été chargé dans tel container, ou dans tel compartiment de l'avion, etc. Et le but, c'était de centraliser les informations, c'est ça ? Et c'était de fournir l'informatique, du fait qu'on avait déjà, chez Amadeus, toute l'information des compagnies aériennes. On s'est dit, on peut aider les aéroports, parce que on fait beaucoup de choses que les compagnies aériennes font déjà à l'aéroport. Donc, on peut faire une extension de ça dans l'aéroport, en fait. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, j'étais le chef produit pour Airport IT. Et quand j'en ai démarré, on avait Joël, Yannick, Fabien
Félix, qui était chef du développement, et moi, j'étais chef produit. Et donc, j'ai fait venir 2 personnes qui travaillaient avant pour moi dans Airline IT. Je lui ai dit, rejoins-moi pour faire Airport IT. Et donc, on a démarré avec Munich Airport et Copenhagen Airport. Et donc, la première phase, c'est de comprendre leurs besoins, pourquoi ils ont des systèmes informatiques, quelle est la valeur ajoutée, etc. Et en 2 ans et demi, on a dit, voilà, tous les systèmes qu'on veut construire. On est allé voir le board d'Amadeus, donc Luis Maroto, le CEO. On dit, voilà, on voudrait dépenser beaucoup de millions parce qu'on trouve que c'est une bonne idée. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, et ils ont dit, oui, c'est une bonne idée. Et donc, voilà, donc c'est comme ça que Airport IT est né. Et on a construit tous les produits. Et en 2 ans et demi, on avait déjà des débuts de produits avec le DCS, le Departure Control System. Donc, l'application que les airlines utilisaient à l'aéroport, on utilisait aussi pour les aéroports eux-mêmes quand ils faisaient le handling, quand ils géraient les passagers pour d'autres compagnies aériennes, par exemple. Donc, on leur fournissait ce système-là, le système de traçage de bagages, baggage tracking, etc. Et donc, on a construit d'autres produits. Et là, je suis un peu revenu aussi à mes sources de programmation. Où j'ai dit, voilà, ce qu'on peut faire, c'est plutôt de mettre des PC à chaque check-in desk et au boarding pour les agents, etc., où il faut charger l'application de chaque airline. Il faut connecter le réseau de chaque airline à l'aéroport et ensuite au PC, parce qu'il faut que l'airline, quand elle t'enregistre, il faut qu'elle puisse accéder à son système informatique. Et sa base de données. Donc, si on revient au Web 2.0, centralisé, la base de données centralisée de l'airline, il faut qu'à chaque aéroport, elle puisse se connecter. Donc, pour qu'une airline, une compagnie aérienne ouvre un aéroport, il faut qu'ils mettent en place une ligne informatique. Et cette ligne informatique, ça met 6 mois à mettre en place. Donc, ce que j'ai dit, non, on ne va pas faire ça. On enlève tous les PC. Et en plus, il fallait des serveurs pour gérer les PC, la distribution des applications, etc. Donc, on enlève tout. On met l'application en centrale dans le data center d'Amadeus et on virtualise l'application. C'est-à-dire qu'en fait, on envoie juste l'écran à l'utilisateur. Et il y a des méthodes de compression, de faire en sorte que c'est très efficace. On n'envoie pas, en réalité, on n'envoie jamais l'écran. Le système apprend les icônes, etc., les stocks en local. Et en fait, il dit, voilà, mais pour faire une sitemap, un plan siège, il dit, voilà, mais les sièges à tel endroit, mais il ne t'envoie pas, en fait, le vrai écran. Et donc, du coup, ça permet de ne pas avoir à déployer, que les compagnies aériennes n'aient pas à déployer de réseau à chaque aéroport, puisqu'il faut qu'ils déploient un réseau à Amadeus. Ah, mais toutes les compagnies aériennes sont déjà connectées chez Amadeus. Donc, le réseau est déjà là. Et donc, ça a permis, donc on a déployé, on a complètement changé. Donc, bon, pour ça, il y avait des programmations à faire. J'ai fait un brevet derrière pour ça aussi, et je travaillais avec l'ingénieur informaticien, et parce qu'il fallait que je l'aide à débugger et à mettre en place tout ça. J'avais un peu préparé le terrain, et parce que je continuais à faire du code derrière. Et donc on a mis ça en place, et donc le premier aéroport avec qui on a déployé, c'était Innsbruck, en Autriche. Et donc on a déployé là-bas. Et bon, au début, c'était pas facile, ça marchait pas. Et d'ailleurs, il m'avait appelé en me disant, tu sais, le chef des ventes, puis Yannick, tout le monde me disait, et Julien, le client est pas content, ça marche pas. Si ça marche pas mardi matin, le client a dit, vous prenez votre barda là et vous rentrez chez vous. Donc j'ai dit ok. Donc on avait des ingénieurs informaticiens à Munich. J'ai dit, venez, rejoignez-moi vendredi soir à Innsbruck. Et de là, à Innsbruck, on s'est mis ensemble et on a travaillé tout le week-end pour résoudre tous les problèmes. Donc, il n'y a pas le problème parce que la partie, c'est la première implémentation, donc c'est jamais facile. Et en fait, j'ai même continué à travailler lundi soir toute la nuit parce qu'on avait encore un dernier problème avec un ingénieur informaticien. Et mardi matin, à 6 h du matin, c'était résolu. Et voilà, le client a vu que tout marchait très bien, était très content. Et après, ils sont devenus notre référence, ils étaient très contents avec notre service. Incroyable. Ok. Et donc, là, tu as eu toutes ces aventures à Amadeus, etc. Qu'est-ce qui t'a amené, parce que tout à l'heure, tu nous as parlé d'Amazon, qu'est-ce qui t'a amené à arriver et à travailler chez Amazon? Donc, j'avais été débauché par un headhunter pour travailler pour AVG.
AVG a été racheté par Avast. Mhm. Et donc, il m'avait dit, bon, on va faire une intégration. D'ici 7 mois, on n'aura plus besoin de vous. Donc, j'avais tout le temps. Et il me payait bien, c'était très sympa. Et du coup, je cherchais un boulot et j'ai un copain, il m'a dit, pourquoi tu vas pas voir Amazon? Je fais, ah oui, bon, pourquoi pas. Ah, donc c'est toi qui as été démarché Amazon. Donc, j'allais voir, j'ai appelé Amazon, ils m'ont dit, oui, on serait intéressé. Et j'ai fait l'entretien. Et alors, à l'époque, j'avais fait mes entretiens au mois de février. Et le recrutement à Amazon est tellement strict qu'ils ne trouvaient jamais les personnes qu'ils voulaient. Et je leur ai dit, mais il faut que je reste jusqu'au mois de juillet, jusqu'à la fin juin, parce que j'ai quand même un bon package à la fin. Ouais. Et ils m'ont dit, non, il n'y a pas de problème, on attendra. Ok. Donc, fin février, j'avais déjà un boulot avec Amazon. Et puis, début juillet 2017, j'ai commencé chez Amazon au Luxembourg. Au Luxembourg. Donc, tu as déménagé? Donc, j'ai déménagé. Donc, à l'époque, ça se passait très bien parce que ma fille, on a une fille, elle avait juste fini ses A-levels et elle allait en université à Nottingham. Donc, elle quittait la maison. Donc, on a dit OK. Donc, je suis allé au Luxembourg. Et j'ai pris un petit appartement. Amazon me payait bien, donc il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Mon appartement était à 5 minutes du bureau. J'avais juste à traverser un parc. Et bon, Luxembourg, c'est pas très grand. Hein. Ouais, je me doute bien. Donc tout est à 10 minutes au Luxembourg. Ouais. La gare de train, l'aéroport. Donc c'est très pratique de ce côté-là. Et donc, oui, j'ai travaillé. Et alors, Amazon, ça a été une expérience, en termes d'expérience professionnelle, très enrichissante, évidemment. C'est vrai, ouais. Parce qu'ils sont vraiment... Ils se focalisent sur la discipline professionnelle, la discipline intellectuelle, l'honnêteté intellectuelle. Okay. Ce qui se passe souvent, c'est que... et ce qui est naturel, il y a plein de choses qu'on pense que ce sont des faits. Mais en fait, ce ne sont pas des faits, ce sont des assumptions qu'on s'est créées. Et souvent, je me suis rendu compte, et ce qui se forçait chez Amazon, il te forçait à mettre tout, à écrire sur papier. Et non pas faire des PowerPoint. Donc, j'ai jamais fait, pendant 5 ans chez Amazon, je n'ai fait qu'un seul PowerPoint. D'accord. Et pourquoi Parce que tout était fait avec des documents. C'est-à-dire que les meetings, les rendez-vous, se préparaient. On préparait un document de 1 page jusqu'à 6 pages. Et ce document-là, on fallait le préparer à l'avance et on le donnait à tout le monde. Et la première partie du meeting, c'était de lire le document en silence. Okay. Et une fois que tout le monde a lu le document, tout le monde a les informations exprimées dans le document, après on peut débattre et discuter des informations qui ont été mises dans le document. Okay. La quantité d'informations que tu peux mettre dans un PowerPoint est peanuts comparé à ce que tu peux mettre dans un document. De 6 pages surtout. de 6 pages, et en fait, après, et en plus, il y a les appendix, etc., les tables, etc. Et donc ça m'a beaucoup appris à réfléchir à ce que je fais, à mettre sur table les idées. Et souvent, tu te rends compte que tu penses que c'est un fait, tu écris les choses, tu dis, mais attends, je vais vérifier quelque chose, tu vérifies les données et tu te rends compte qu'en fait, non, c'est complètement faux. Le nombre de fois où j'ai écrit des choses, je pensais que j'avais une idée que c'était vrai, je l'écris sur papier, je me suis dit, mais pourquoi je pense que ça c'est vrai? Et là, je me dis, ah ben non, en fait, je l'ai imaginé, en fait. Ou je l'ai assumé. J'assume que, en fait, c'est dû à ça. Et en fait, quand je regarde, j'investis, bah non, c'est pas ça. C'est autre chose. Mais après, tu finis par obtenir la réponse. Et donc, c'était quoi exactement tes missions chez Amazon? Donc, chez Amazon, ma première mission, c'était de gérer toute l'équipe programme et produits pour ce qu'on appelle le product localization. Donc, c'est-à-dire de prendre un listing de produits dans un pays et le répliquer dans tous les autres pays. Donc, toutes les autres marketplaces Amazon. Au Japon, aux États-Unis, partout. Ça avait commencé en Europe, parce qu'il y avait un besoin réel en Europe, puisque tu as des vendeurs qui vendent en Allemagne, ils listent leurs produits en allemand, mais comme c'est l'Union européenne, en fait, ils peuvent le vendre n'importe où. Ils peuvent le vendre en France, ils peuvent le vendre en Espagne. Sauf qu'il faudrait que le français ou l'espagnol aille sur le site allemand et parle allemand. Donc ce qu'on faisait, c'est on traduisait en français, on traduisait en espagnol, et on le mettait sur les catalogues français et espagnols. Les gens achetaient le produit en question, et l'allemand, il avait une commande d'un français, et lui, il ne savait pas qu'en fait, on l'avait localisé. Donc on avait augmenté le reach, le vendeur pouvait vendre plus de produits
ce qui était beaucoup mieux pour lui et beaucoup mieux pour Amazon. Bien sûr. Et donc, ça avait commencé en Europe, et après, ça s'est étendu de par le monde. Donc, avec tous les produits, et quand je suis parti, on faisait 200 millions de traductions par semaine. Putain, wow. D'accord. Donc, chez Amazon, le catalogue est un peu énorme. Et après, ma deuxième partie de mission, après 3 ans au Luxembourg, je suis rentré durant le Covid. J'ai été muté en Angleterre, à Amazon Londres, pour travailler dans le fashion catalogue. Fashion. Ouais, alors là j'étais content, moi je travaille dans le fashion. C'est vrai, en plus, t'étais passionné par l'industrie de la mode? Non, mais je trouvais que c'est sympa. Alors, c'est un truc de bon. Et après, le nombre de types de cols. Il y a un col comme ça, comme ci, comme ça. Et après, en plus, ils sont même pas d'accord. Bon, là, ok, d'accord. Et en plus, les tailles de chaussures. Oh, le nombre de problèmes avec les tailles de chaussures. Mais quand on faisait la localisation de produits, donc par exemple, il fallait qu'on convertisse les tailles de chaussures entre les tailles anglaises et les tailles européennes. Oui. Et en fait, les conversions ne sont pas jamais exactes parce que c'est des tailles un peu... ça dépend des fabricants, ça dépend de comment ils l'ont fait, etc. D'ailleurs, j'avais même on vendait des chaussures américaines, on les vendait sur le site Angleterre. Donc les tailles américaines ne sont pas exactement les mêmes que les tailles anglaises. Il y a un point d'écart ou un truc comme ça. Et on a eu un client en Angleterre qui a acheté, qui pensait acheter. Et en fait, la conversion qu'on avait faite n'était pas bonne. Mais le gars qui prenait les chaussures aux US, il ne savait pas, parce qu'il y avait tout un système de traduction entre les deux. Donc il le savait. Et donc, 3 fois, on a envoyé les mauvaises paires de chaussures au client. Donc, de ce cas-là, le client envoie un message à Jeff Bezos. Et après, tu te reçois un message, le question mark de Jeff Bezos. Et donc là, c'est vrai, hein, j'en ai eu plusieurs. Et tu t'arrêtes. Tout ce que tu fais, tu l'arrêtes. Et tu te concentres à résoudre le problème en question. Tu as reçu des messages de Jeff Bezos? Ça s'appelait la question mark, c'était l'équipe de Jeff Bezos, hein, c'est pas lui et en même. gros, Et donc du coup, tout le monde s'arrête et on résout le problème. Et voilà. D'ailleurs, ma mère avait un problème, elle avait commandé des DVD de toute la série Cuéntame, espagnole, et parce que ça leur rappelait l'époque, mes parents avaient travaillé à Madrid et ça leur rappelait la même époque. Et une partie de la série, en fait, c'était des rouleaux de scotch. Il y a eu un problème parce que le code du produit n'était pas le bon. Et donc, au lieu de paquer la série Cuéntame, il lui avait paqué des rouleaux de scotch. Donc, elle appelle Amazon et lui dit oui, il faut faire une return label. La return label ne marchait pas, etc. Je fais envoie un mail à Jeff Bezos, que si je fais un ticket en interne, ça ne va jamais se faire. Elle a envoyé un mail à Jeff Bezos et 2 semaines plus tard, tout était résolu. Wow. Donc, du coup, c'est vraiment un culte, le question mark de Jeff Bezos. Ah oui, c'est vrai. Wow. C'est pas imaginé ou quoi que ce soit. Donc, Fashion Catalogue, gros problème, c'est que la mode, il renouvelle le catalogue tous les 6 mois. Et on avait pratiquement 600 millions de produits en Europe à renouveler. Et il faut s'assurer que quand le produit est listé, il soit listé correctement, parce que dans la mode, il faut vendre tes produits dans les 90 premiers jours de la nouvelle saison. Si tu ne les as pas vendus là, dans cette première fenêtre, t'as tout perdu, c'est pas la peine. Et donc, il faut s'assurer que tous les détails de produits, les filtres et tout marchent correctement. Donc, on avait des AI pour reconnaître les produits et dire, voilà, cette chaussure, elle a des lacets, elle a des velcro, elle a une fermeture éclair. Tu parles de quelle année, là? Parce que tu me parles d'IA. Ah là, c'est 2020, 2021. Donc, on avait déjà des modèles AI. Donc tu commençais à travailler avec l'IA grâce à un peu Amazon. Le machine, la localization, c'était avec des AI déjà. Donc on avait des traducteurs de langue, on avait une 50aine de paires de langues. Et au début, on avait commencé à ce qui s'appelait Statistical Machine Learning, Statistical, et après on est passé au Neural Machine Learning, qui est plus ce qu'utilisent les GenAI aujourd'hui, mais à haut volume, quoi, en fait. Et donc, c'est Neural Machine Learning, donc pour faire des traductions qui étaient très naturelles. Et alors que le statistical, tu voyais que c'était des traductions. Et ensuite, on faisait aussi de la reconnaissance d'images pour classifier les produits, etc. Et d'ailleurs, dans les traductions, une des grosses questions qu'un VP avait posées, c'était est-ce qu'on peut faire un traducteur automatique qui soit meilleur qu'un traducteur humain? Je dis, bah non, on fait le training, le traducteur automatique, on le train avec les données qui sont données par un humain, donc c'est pas possible. Eh bien, en fait, oui. Donc, j'avais institué de pouvoir
mesurer l'efficacité des traducteurs humains par rapport aux traducteurs machines. Ouais. Parce que quand ils faisaient le scoring, etc., en fait, on mélangeait des traductions humaines dans les traductions automatiques. Donc, ceux qui faisaient, les traducteurs qui évaluaient la qualité de traduction ne savaient pas qu'en fait, ils évaluaient aussi des traductions humaines. Et donc, ça nous permettait de voir quelle est la qualité humaine par rapport à la qualité de la machine. Et ce qui se passe, c'est que les humains, en fait, ils font énormément d'erreurs. D'accord ? En moyenne, l'humain fait 10% d'erreurs. Et donc, après, on met des systèmes par-dessus pour rectifier. Et donc, en traduction, l'erreur moyenne, tu peux la descendre à 5%. Ce qui est énorme, en fait. Imagine si tu fais 200 millions de traductions par semaine, 5%, ouais, c'est énorme. Énorme. Donc, en fait, le traducteur automatique avait des performances, la qualité supérieure aux humains. Mais ça n'empêchait pas les gens à se plaindre. Ils disaient, oui, trouver une traduction qui ne marche pas. Oui, c'est 1 sur 200 millions. Ouais. Ok. Donc, voilà. Donc, on faisait beaucoup de machine learning. Et donc, même pour le fashion catalogue. Et quand j'étais en Angleterre, donc j'ai été débauché par Inmarsat. Parce que Amazon, c'était très customer-centric, très discipline professionnelle, etc. Et ils avaient besoin de quelqu'un pour prendre en main la nouvelle équipe produit d'Inmarsat qu'ils avaient patché. Il y avait une équipe produit chez le maritime, une équipe produit aviation, une équipe produit enterprise, une équipe produit gouvernement. Et en fait, ils avaient ramené tout ça sous une seule organisation produit. Et donc, ça n'avait pas très bien marché. Donc, ils m'ont demandé de prendre ça en main. Et en fait, Inmarsat était très centré sur la technologie, mais pas sur le besoin du client. Donc, il m'a demandé de changer ça, d'invertir tout ça et de dire, voilà, quel est le besoin du client plutôt le besoin de la boîte ou la techno, c'est vachement bien. Mais donc, par exemple, pour te donner un exemple, j'avais un product manager qui me dit, oui, on va faire une nouvelle fonction qui va permettre au client de voir que les problèmes qu'il a avec son antenne satellite sur son bateau, et ça va être vachement bien parce que ça va nous économiser beaucoup d'argent chez Inmarsat. Je fais... Parce que le client n'aura plus à nous appeler, puisqu'il pourra voir lui-même qu'il a un problème. Ouais. Je dis, mais oui, mais très bien, mais comment tu sais que ça va marcher ? Ça, c'est la partie importante qu'il faut protéger, c'est l'expérience client. Et je lui dis, quelle est la valeur pour le client ? Et la valeur pour le client, elle est que quand il appelle Inmarsat, il lui fallait en moyenne c'était 48 heures pour avoir une réponse. En moyenne, quelquefois, ça allait jusqu'à 2 semaines. Pour un petit problème, alors que au lieu de 48 heures, au lieu de 2 jours, il pouvait utiliser son ordinateur et voir le problème en 2 minutes. Ouais. Donc la valeur pour le client, c'est de pouvoir résoudre son problème en 2 minutes plutôt que 48 heures. Ça, c'était la vraie valeur. Et ça, si on ne protège pas la valeur pour le client, bah, oui, tu peux penser que tu vas faire de la valeur pour la société, mais si tu oublies quelle est la valeur pour le client, tu as le risque de construire un produit en fait, qui ne marche pas pour le client, et du coup, tu ne réalises pas la valeur pour la société. C'est pour ça que c'est très important de faire la valeur pour le client. Ouais. Tu avais parlé tout à l'heure du fait que Amazon avait commencé à travailler un peu avec l'IA, etc. Et maintenant, il y a une énorme évolution de l'IA, je pense que tu t'en doutes. Et toi qui es un programmeur dans l'âme depuis tes 13 ans, qu'est-ce que tu en penses, toi, actuellement, aujourd'hui quelle est ta position un peu sur ça ? Ma position, c'est l'IA, c'est un outil comme un autre. Hein, il faut savoir s'en servir. C'est comme une pioche. Si tu ne sais pas te servir d'une pioche, tu vas te fatiguer très vite. Donc, l'IA, c'est un outil. Il y a des limitations. Moi, j'utilise ChatGPT tout le temps. Ça m'aide énormément. Ça me permet d'aller plus vite. Mais ChatGPT n'a pas toujours tout bon. Hein, moi, je fais toujours attention. Par exemple, je lui dis, OK, tu me dis ça, mais d'où viennent tes sources ? Et je vérifie les sources, et puis quelquefois, je vois s'il fait des hallucinations ou pas. Mais c'est vrai que ça me permet d'analyser. ChatGPT, il a tout lu. Donc, par exemple, j'ai quelqu'un qui a rejoint mon équipe récemment, et je lui ai dit, fais-moi une annonce, plutôt que moi d'écrire comment je vais annoncer cette personne a rejoint l'équipe. Je fais, voilà le job description de la personne, c'est telle personne, voilà son nom, fais-moi une annonce et fais-moi une quote de la personne. Parce que ChatGPT, il a lu LinkedIn et il a tout lu. D'accord ? Donc, il m'a tout fait. Je l'ai envoyé à la personne. Je lui ai dit, tiens, voilà ce que j'ai préparé comme annonce. Je t'ai fait une quote, mais dis-moi si tu veux changer. Elle m'a dit, je ne changerai rien du tout.
Donc, ça m'a économisé le temps. Si tu te dis le temps que ça le temps économise. que ça a à mettre. Bon, après, j'ai quand même fait vérifier. Je ne l'ai pas envoyé. J'ai demandé à la personne de vérifier qu'elle était d'accord, etc. Mais j'ai fait d'autres analyses comme ça. Et ça accélère énormément le développement. Et Mais maintenant, même pour coder, il y a des IA qui codent, qui programment, qui font des sites internet en quelques minutes. oui, mais il faut quand même, après, ça reste au conducteur de conduire l'IA Bien sûr. pour obtenir le bon résultat aussi. Ouais, bien sûr. Donc, si tu ne sais pas ce que tu veux, l'IA va pas, il va te donner quelque chose, mais ça va pas forcément en fait vraiment ce que tu cherches. Ouais. Mais non, moi, il faut utiliser l'IA, s'en servir comme un outil, comprendre les limitations, mais surtout, oui, ne pas résister, au contraire. Ça, moi, ça me. D'ailleurs, je me dis en termes de coding, etc., on en discute pour Kepler et Galileo. On est en train de regarder comment on utilise l'IA à toutes les étapes de développement. Donc, on commence par quel est le besoin client. Et même ça, demander à l'IA de nous aider à formuler, à vérifier, etc. Et jusqu'à comment on définit l'architecture produit et de faire le code. Donc, à toutes les étapes, on utilise l'IA pour accélérer ce qu'on fait, en fait. Ouais. Mais on reste en charge et on pilote. Tu nous as parlé un petit peu de Yannick, de ton rôle au sein de Kepler Digital, mais c'était un peu flou. Est-ce que tu peux parler un peu de vraiment ce que Kepler Digital fait actuellement et ce que toi aussi tu fais pour Kepler? Oui, alors donc Yannick me dit, voilà, j'ai cette idée, mon fils il fait les NFT, les PNFT pour le luxe. Il dit, en fait, je me suis dit, on pourrait faire du PNFT pour l'aviation. C'est-à-dire que dans l'aviation, il y a beaucoup de certifications, de validations à faire. Il y a beaucoup de traçabilité, c'est important. S'il y a un accident ou quoi, qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi, il faut pouvoir avoir cette traçabilité et savoir que l'information qu'on regarde de ce qui a été fait est fiable. Et donc pour ça, pour avoir cette fiabilité de l'information, son idée c'était d'utiliser blockchain. Et donc blockchain, c'est une technologie qui dit en fait, le blockchain, c'est tu postes un bloc d'information dans la blockchain et une fois que tu l'as posté, il y a une signature qui est rajoutée et c'est fini, on ne peut plus la changer. C'est inchangeable. Donc c'est différent que sur Internet. C'est différent d'une base de données où tu stockes la donnée et puis après tu peux la changer. Donc si je prends le Drive par exemple. Drive ou quoi que ce soit. Mais si tu prends par exemple le scandale de la Post Office en Angleterre, où dans le système informatique, les informaticiens allaient dans le système changer les transactions financières. Avec blockchain, ça serait impossible. Et pourquoi ça? Parce que c'est immuable. Quand tu mets des données dans la chain, elles ne peuvent plus changer. Après, tout ce que tu peux faire, c'est rajouter un autre bloc pour dire « Pardon, je me suis trompé ». Update. Tu mets une update, mais tu vois tout l'historique. Bien sûr. Et donc là, dans le cas Post Office, ils avaient fait une méthode genre blockchain. Le programmeur qui voulait changer la donnée, il aurait fait « Pardon, il faut changer cette donnée-là » et ça aurait été tracé. Et donc, du coup, le pauvre personne qui s'occupe du Post Office, n'importe qui pourrait analyser et dire « Non, et en fait, il y a eu plusieurs changements ». Donc ça aurait été. Donc ça, ce genre de blockchain, c'est hyper important pour Kepler. Et le premier use case, le premier qu'on utilise, c'est la certification des gens. Donc est-ce que les gens qui font le handling, qui s'occupent d'un avion, donc par exemple le conducteur du tracteur de l'avion qui push back l'avion, donc l'avion il est à la porte, il se connecte à l'avion, il le pousse, et ce conducteur-là, il faut qu'il soit certifié, qu'il ait fait son training pour pouvoir faire le pushback des A380 avec... sûr que c'est bien sécurisé. Pour éviter qu'il y ait des accidents, pour éviter qu'ils ne tuent pas des gens, parce qu'ils savent se servir, parce que tous ces équipements, c'est des trucs très lourds, c'est dangereux. C'est compliqué, oui. Et donc, c'est important qu'ils aient fait leur training et qu'ils aient fait leur renouvellement. S'il n'a pas fait de pushback d'un A380 pendant quelques temps, il faut qu'il refasse son training et des choses comme ça. Donc, tout ça, plutôt que de pouvoir mettre dans des bouts de papier pour dire oui, c'est certifié, on met ça dans la blockchain. Donc, c'est pour faire deux choses. Première des choses, c'est fiabiliser pour dire cette information-là, tout ce qui a été fait, c'est traçable depuis l'an zéro. D'accord ? Et en plus, comme c'est dans le blockchain et surtout dans le public blockchain, le gars qui a sa certification, il peut y accéder de n'importe où. Donc, il peut aller dans n'importe quel aéroport et dire j'ai une certification, et puis voilà, vous pouvez y accéder, vous pouvez vérifier et faire une vérification en temps réel.
Et donc, ce qu'on va apporter, c'est cette confiance que le certificat est bien vrai. Alors qu'aujourd'hui, le nombre de fois on a entendu parler, même en Angleterre, de docteurs qui viennent avec des soi-disant diplômes d'un autre pays, soi-disant qu'ils étaient docteurs, et en fait, ils avaient trafiqué le diplôme. Ouais, Photoshop, quoi. Voilà, Photoshop, et donc tout le monde le fait. Et donc là, avec blockchain, ça sera impossible. Impossible de... Donc c'est des certificats numériques, en fait. Certificat numérique, non seulement numérique, mais immuable aussi. Immuable. Parce que si un jour il y a un accident, le CEO peut appeler le training, fait, tu sais, en fait, il n'avait pas fait son training, le training center, tu peux me faire un certificat, sinon je vais en prison. Et puis, bon, si c'est un copain, je fais, bah ouais, il savait expirer il n'y a que 2 semaines, sois sympa, sinon je vais aller en prison, etc. Parce que le gars, il a perdu une jambe et tout. Bah, si jamais c'est un copain, tu te dis, bah oui, si je le fais pas, mon copain il va aller en prison, c'est pas fait. Alors que là, avec blockchain, je fais, tu sais, je suis vraiment désolé, mais je peux pas le faire parce que si je le fais, ça va être vu, c'est clair, j'ai pas le choix. Donc c'est la vérité, quoi. Donc c'est la vérité. Ok. Donc c'est pour ça, pour moi, Kepler, ce qui se fait, c'est très important, mais c'est une journée. Et ça, on va pouvoir le faire aussi pour tracer tous les avions, qui a fait quoi, et ça permettra après de créer un écosystème, de faire que les gens... Donc le gars qui est dit, voilà, j'ai fait le handling de tel avion, savoir que tu as fait le handling de l'avion à telle date sera dans la blockchain, et ça pourra compter aussi sur ta certification aussi. Même si tu as travaillé pour d'autres employeurs, plutôt qu'un employeur appelle l'autre employeur, ce que Joe il a fait, etc. Donc tout sera fait dans le chain. Et en plus, les gens pourront fournir des services de valeur ajoutée, parce que la chain, elle est accessible de façon publique, mais les données se sont quand même sécurisées, mais ça reste accessible. Donc les gens peuvent dire, voilà, moi je peux te fournir un service, Mélodie, si tu me donnes accès, comme ça se passe aujourd'hui dans le crypto, tu me donnes accès et je te fournis un service où je m'assure que ta certification ne va pas expirer, je te dis, attention, fais du handling de la 380 pour éviter l'expiration. Et des trucs comme ça. Donc voilà, on pourra faire... et ça, on pourra organiser que n'importe qui, les gens qui ont des bonnes idées pourront fournir des services de valeur ajoutée à nos clients. Donc là, tu me parles de blockchain, etc. Et donc c'est quand même une technologie qui est différente de celle du Web 2 qu'on a actuellement. Pourquoi tu penses qu'actuellement, elle existe quand même depuis pas mal d'années, pourquoi l'aviation n'a pas encore adopté cette technologie si elle est si importante et qu'elle pourrait vraiment faire évoluer cette industrie? En fait, c'est vrai que la technologie, elle marche. On le sait, puisque Bitcoin, ça existe depuis plus de 10 ans. Il n'y a rien de nouveau. Maintenant, on a Ethereum, on a Avalanche, on a plein de blockchains. Donc ça marche. Si ça ne marchait pas, on le saurait. Mais alors pourquoi est-ce que ce n'est pas adopté de façon plus globale dans l'industrie de l'aviation, dans les transactions financières? C'est plusieurs choses. Donc au départ, Bitcoin, quand même, la technologie était très, très onéreuse. Il fallait faire beaucoup de calculs. Tout le monde dit, voilà, le carbon footprint, etc. Mais après, il y a eu de nouvelles solutions qui ont fait qu'en fait, c'est beaucoup moins cher. Mais c'est surtout, en fait, je pense que le problème, c'est que les gens se focalisent trop sur la technologie. Ils essaient de démontrer que la technologie marche. Mais en fait, elle marche. Et donc, ils ne se focalisent pas pourquoi c'est pas adopté et quel est le problème. Et en fait, souvent, quand l'aviation, les gens veulent faire une blockchain, ils la font eux-mêmes. Ils font un système blockchain, c'est pas une public chain. C'est pas Web 3 en fait. C'est blockchain en Web 2. D'accord ? Et donc, du coup, comme c'est pas Web 3, et en fait, si tu réfléchis à Avalanche, etc., tu as des transaction processors, c'est des fournisseurs de services sur le blockchain. Et en fait, si tu utilises une chain comme Avalanche, c'est distribué, c'est-à-dire que je stocke ma donnée sur la chain, ma donnée, elle est sécurisée, elle est immuable, mais en plus, c'est un backup naturel puisqu'elle est distribuée sur plusieurs serveurs. Donc, je n'ai pas à m'assurer si en Web 2, j'ai ma propre base de données, il faut que je me colle toutes les transactions, il faut que je me colle de faire le backup, d'assurer qu'il n'y ait pas de corruption, etc. Tout ça, c'est fait pour moi de façon native par la blockchain, mais en distribué, donc des gens qui viennent dire, moi je peux faire des transactions, je peux processer des transactions, je peux le faire moins cher, donc je vais le faire, etc. Et donc c'est ça, en fait, il y a tout un écosystème, c'est tout ce que les gens ne regardent pas, c'est comment l'écosystème marche
et de faire marcher ces écosystèmes-là, en fait. Ouais. Et c'est ça qu'on cherche à faire avec Kepler, c'est de faire marcher l'écosystème. Alors, un autre problème, c'est qu'à chaque fois que tu veux poster une transaction sur la chain, il faut payer en crypto. Mhm. Et donc, les gens, il faut que tu fasses un crypto wallet, il faut que tu payes des gas fees, etc. Et ça, les gens ne sont pas trop familiers avec ce processus-là. Et en plus, moi, j'ai créé mon crypto wallet. Bon, il faut les 12 mots, il faut que tu t'en souviennes, il ne faut pas les oublier. Donc, j'ai mis sur un bout de papier que j'ai avalé, etc. Et après, je discutais avec Pierre qui me dit oui, donc tu mets ça dans une clé USB dans des vieilles chaussettes pour que personne ne regarde. Donc voilà, donc il y a quand même cet aspect-là qui rend l'adoption plus difficile. Et avec Kepler, on va masquer tout ça. Et on va le rendre de façon à ce que les gens, ils ont un service un peu comme Web 2, mais derrière, on va utiliser le bénéfice du Web 3. Et après, ça nous permettra d'étendre le service, le catalogue de produits beaucoup plus rapidement, puisque si tu prends une société comme Amadeus ou comme le truc Web 2, tu as ta plateforme, oui, tu peux faire venir quelqu'un d'autre sur ta plateforme, mais il faut les onboarder, il faut qu'ils apprennent l'API, etc. Alors que tout ça, en fait, avec Web3, c'est public, les gens, ils programment, etc. Donc, c'est complètement différent. La base de données, en fait, elle est ouverte et accessible à tout le monde, elle est backupée, tout est géré pour toi. Mais justement, du coup, toi, tu vois les avantages de la blockchain. Si tu devais justement pitcher la blockchain à un grand de l'industrie de l'aviation, tu ferais comment? Donc on est en train de travailler pour expliquer pourquoi travailler avec la blockchain, ça sera au long terme beaucoup bénéficiel pour eux. Je perds mon latin. Et c'est d'expliquer qu'en fait, comme on est un écosystème de gens, en fait, si tu regardes la blockchain, tu as des gens qui font la compétition pour fournir un service. Donc, tu as des KYC, par exemple, le Know Your Customer. Et les gens, ils fournissent ça et ils font la compétition, ils fournissent le meilleur service KYC. Ouais. Alors qu'en Web 2.0, le service, il est interne, il y a une équipe informatique qui l'a fait, il n'y a pas de compétition. Donc, c'est jamais optimum, en fait. Et donc, du coup, c'est pour ce que je veux démontrer et ce que je suis en train de faire, d'étudier avec des collègues, avec François et un autre collègue, Oleyan, que j'ai fait venir, qui travaillait pour moi chez Amazon, qui est très intelligent, c'est de comprendre cet écosystème et de faire une démonstration économique pour dire que économiquement, ça a un sens de faire blockchain par rapport à Web 2.0. Okay. Donc, tu es un des pionniers de ça. Et surtout, se focaliser en fait sur répondre aux besoins clients. Ok, merci beaucoup Julien. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Et, ton parcours était vraiment très enrichissant et super intéressant. Donc, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup Mélodie. Et je te souhaite de passer une bonne journée.